Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Aujourd'hui, je suis très contente d'être aux côtés de Martin. Bonjour Martin. Bonjour Evelyne. Alors Martin, tu es auteur, donc aujourd'hui on va plutôt utiliser ta casquette d'auteur, notamment de ce bouquin La Terre accouche, histoire d'une humanité en gestation. Tu es aussi humain multidimensionnel, donc je pense que ça va questionner pas mal de personnes, mais tu pourras nous expliquer aussi en introduction ce que tu entends par ça. Dans ton livre, tu cites que ce livre n'a pas d'autre objectif que de mettre en conscience ce qui était jusqu'alors inconscient, de se réconcilier avec l'humanité, tant la sienne que celle des autres, d'être rassuré sur le plan global pour revenir à soi, travailler sur soi, revisiter ses croyances pour voir si elles nous servent ou nous desservent, guérir ses propres traumas et peurs pour se donner l'autorisation d'aller bien et ainsi réellement d'aider les autres. Alors déjà, je vais peut-être te laisser présenter justement ta casquette humain multidimensionnel. Et ensuite, si tu le veux bien, on reviendra sur les questions en lien avec ton livre. Oui, pas de souci. Donc, humain multidimensionnel, mes collègues au bureau d'ailleurs m'ont beaucoup ri avec ce titre que je me suis donné. Alors, c'est un peu, voilà, c'est un peu fantasque comme ça, mais c'est juste pour bien expliquer que en tant qu'humain, quand on nous demande qui es-tu, on a tendance à essayer de se coller une casquette. On dit, voilà, j'ai fait telle Hmm. étude ou Ouais. j'ai fait telle activité. Comme si ça nous représentait vraiment, alors qu'en fait, en chaque humain, il y a une profondeur cachée qu'on ne peut pas comme ça dévoiler en deux, trois mots avec une petite biographie d'un paragraphe. Et c'est pour ça que je dis finalement, mais à quoi bon finalement commencer à faire la liste de toutes les choses qu'on fait pour dire, voilà, Hmm. ça me représente. En fait, on est tous des humains multidimensionnels, donc on a plein de dimensions à notre être, à ce qu'on fait. Et donc voilà, c'est comme ça que je me présente et c'est comme ça que je pense tout le monde devrait se présenter finalement. Oui. Pour en revenir justement sur ton ouvrage, tu expliques ce que c'est la méthode scientifique et donc tu dis que c'est pas la seule méthode via laquelle il est possible d'étudier, de décrire et d'expérimenter la réalité. Alors peut-être dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la méthode scientifique et puis nous donner des exemples qui t'ont conduit vers cette réflexion? Alors, ben, la méthode scientifique, c'est simplement une méthode pour interroger la réalité et donc pouvoir en déduire des règles qui peuvent être après vérifiées et remises en question à tout moment. Donc, Mhm, par exemple, la chute d'un objet. Donc, je prends un objet, je le laisse tomber, voilà. Donc, je peux décrire l'expérience. Donc, je peux dire, voilà, la méthode, c'est je prends un objet dans les mains et puis je le lâche et puis je vois ce qui se passe. mhm. Et n'importe quel autre humain, avec cette méthode, peut vérifier si mon expérience, telle que je l'ai décrite, fonctionne de la même manière. Et D'accord. donc, c'est, bon, voilà, il y a plein de critères, hein, l'empirisme, la falsifiabilité, bon, voilà, c'est un terme comme Mhm. ça. Karl Popper, voilà, il y a plein de ressources sur Internet hein, pour bien comprendre ce qu'est la méthode scientifique, mais évidemment, elle a quand même certaines limites, quoi. Voilà. Euh, Ok. en termes de ce qui peut être expérimenté, ça limite le champ d'expérience. Il y a des choses qui ne peuvent pas être prouvées scientifiquement, et voilà, et ça, faut le reconnaître. Mhm. Et malheureusement, aujourd'hui, donc, on vit dans une réalité où tout ce qui n'est pas scientifique n'a pas vraiment de valeur. C'est pas une vérité, donc on s'en fiche quelque part. C'est votre avis, Oui, c'est ton opinion. Moi-même qui suis dans tout ce qui est un peu politique, etc., puisque je travaille pour une ONG et je fais du lobbying social au niveau européen, on d'accord. veut des politiques qui sont basées sur des faits. Euh, alors voilà, or, c'est juste souvent on instrumentalise des études ou alors Mhm. on fait semblant de ne pas voir certains chiffres, même si les preuves sont là. Donc c'est voilà, c'est pas, euh, c'est juste on voit qu'il y a des limites en fait à cette logique de vouloir absolument décortiquer le monde et ne le voir qu'à travers le filtre le prisme de la science. Mhm. Et tu parles aussi des EMI hein, dans ton ouvrage, donc les expériences de mort imminente aussi, où tu expliques que bah, par exemple ça, c'est pas prouvable en tout cas par la science. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous en dire plus? Disons que moi, ça m'a amusé de me dire, OK, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un protocole d'expérimentation pour prouver qu'il y a une vie après la mort, par exemple?
Ouais. Alors, un des trucs à faire, ben, c'est tout simplement de se tuer pour voir. Voilà, Bah de oui, dire, pourquoi pas? voilà, puis on verra Allons-y. bien. Le seul problème, c'est ben, effectivement comment est-ce qu'on revient dans le monde des vivants pour partager le résultat de son expérience. Et puis, comment faire Mmh. pour reproduire l'expérience. Donc, imaginons que même vous, vous y êtes arrivé, je ne sais pas comment vous avez fait, voilà, vous avez arrêté de respirer pendant 3 minutes, votre cœur a arrêté de battre, vous avez expérimenté la mort pendant 3 minutes, vous êtes revenu à la vie, chouette. Est-ce Mmh. qu'il y aura des scientifiques qui vont bien vouloir reprendre votre méthodologie pour dire, ah ben tiens, ouais, ça a l'air chouette ça, je vais tester aussi. Ouais. Donc voilà, Mmh. c'est juste pour ces choses-là, il n'y a pas, il y a pas de protocole Oui. scientifique qu'on peut mettre en place. Il y a juste des présupposés scientifiques, comme par exemple la conscience est produite par le cerveau, tout ça, toutes les expériences de mort imminente, c'est que des hallucinations du cerveau, qui ne sont Mmh. que des suppositions. Et donc c'est un peu ironique que finalement la science, qui normalement passe par la méthode empirique, quand elle fait face à des témoignages ou des expériences qui sortent de son cadre d'expérimentation, donc quelque chose qu'ils ne peuvent même pas prouver Mmh. qui est soit de faux, soit de vrai, ils partent juste du principe que ben, nous, nos croyances, c'est que c'est pas comme ça, on n'a pas le moyen de le prouver, mais on vous dit que c'est des hallucinations et basta. Mmh. Voilà. Donc c'est une manière un peu de couper court finalement, enfin de montrer finalement que voilà, on s'arrête là, on va pas plus loin, on va pas essayer de savoir, on va pas essayer de gratter, mais de toute façon c'est impossible. Et Mmh. donc, du coup, bah, c'est tout un pan du réel, c'est toute une série d'expériences ou de choses que malheureusement, on n'en profite pas finalement. On essaie de pas Mmh. de se dire la réalité est peut-être plus large que juste la cause à effet. On est tous des boules de billard, tac, cause, effet, et Mmh. voilà, c'est tout. Mmh. Voilà. En introduction, tu parles aussi du changement de paradigme. Quels sont les signes, selon toi, d'un tel changement? Bien, les signes, en fait, ils sont un peu partout. Donc, c'est surtout lorsque la vision du monde actuel ou le paradigme actuel, donc là, c'est la science matérialiste, hein, surtout, annonce la fin des temps. Donc, ça, c'est un classique, hein, c'est l'apocalypse annoncé par les gens qui étaient sous le monothéisme au Moyen Âge. Aujourd'hui, c'est l'apocalypse via l'effondrement, etc. Et que le paradigme n'arrive pas à proposer des solutions viables ou enthousiasmantes, quoi. Donc, Mhm. la Bible, c'était l'apocalypse arrive, allez tous vous repentir, priez, priez, Ouais. voilà. Mm. Aujourd'hui, les solutions, c'est arrêter de consommer, planter des patates dans votre jardin, vivez dans une hutte et faites caca dans des toilettes sèches. C'est Mm. pas, on se dit pas, ouais, chouette, là, voilà, je vois l'avenir de l'humanité a l'air radieux, j'ai hâte d'être dans ce monde-là. C'est tout le contraire. Donc, dit autrement, c'est simplement quand la vision du monde ou le paradigme actuel est incapable de faire face à l'impermanence de l'univers, à son évolution, à son changement continu. Alors, Mhm. l'exemple le plus simple que j'aime donner, c'est les vêtements et les saisons. Donc, par exemple, les saisons, ça représente l'inlassable changement et transformation de la réalité, de l'univers qui évolue, qui change. Et les vêtements, c'est les croyances, le paradigme qu'on porte, qui Mhm. nous permet d'être en adéquation avec la météo. Il arrive toujours un moment où, par exemple, c'est l'été, chouette, on porte des petits t-shirts, etc. Mhm. Et puis, la saison se refroidit. Bah, pas tout le monde commence à porter une veste en même temps. Pas tout Ouais. le monde commence Mm. à porter une écharpe ou des gants. Mais clairement, après quelques semaines ou quelques mois, tout le monde est en manteau. Et donc, il y a cette transition qui se fait. Et en fait, c'est à chaque être humain de sentir, là, les vêtements que je porte, ça commence vraiment à... ça va plus, quoi. J'ai Mhm. froid ou j'ai chaud, etc. Et donc, c'est ça finalement l'évolution des paradigmes. Et tout paradigme arrive à un maximum de ce qu'il est possible de faire avec cette vision du monde-là. Et à un moment donné, on se sent inconfortable dedans. Donc, Mm. ça ne nous va plus. La réalité a changé. On ne peut plus faire face à cette réalité avec ce paradigme. Et on le ressent à Mm. travers diverses choses, dont notamment ces annonces de l'apocalypse, etc., hein. Et il y a plein d'exemples en fait de ça qu'on a déjà vécu. Par exemple, quand on était des singes et qu'on est passé de vivre des branches Mhm. la forêt Ouais. à la savane et qu'on devait marcher sur nos deux pattes arrière, tous les singes qui étaient dans l'ancien paradigme, entre guillemets, de je vis dans les arbres et qui essayaient de survivre comme ça dans la savane, ben, ils se faisaient bouffer, tout simplement, Ouais. parce qu'ils ne voyaient pas les prédateurs arriver.
Et il n'y a que les singes qui ont dit, OK, non, mais finalement, il faudra qu'on se force un peu à se redresser. Bon, c'est pas très confortable, mais on n'a pas le choix Mhm. pour repérer les prédateurs et voilà, qui ont pu survivre. Et Mm. donc là, on voit bien que finalement, cette adaptation, cette évolution, elle est applicable à la biologie, qui doit s'adapter à un monde qui change. Mais on part du principe, et ça c'est propre à l'humain, hein, que les paradigmes qu'on traverse, que ce soit les croyances tribales, les superstitions, etc., ou le monothéisme, ou la science matérialiste, à chaque fois on se dit non, non, ça c'est vrai. Et l'ancien était faux, maintenant on est dans la vérité. Ce qui est un peu absurde, hein, c'est un peu comme si un Homo erectus disait moi je suis la vérité et le singe d'avant, avant moi, ben, lui il est faux. Ou alors Mm. l'Homo sapiens qui dit l'Homo sapiens, ça y est, nous on est vrai et l'Homo habilis il est faux. Quoi. Il est Donc faux. l'ancienne étape. Donc c'est une manière très très bizarre de voir en fait finalement l'évolution qui simplement c'est une constante dans l'univers. Hein. Héraclite le disait bien, la seule chose qui est constante c'est le changement. Et Mhm. ça ne concerne pas seulement la biologie, mais tout. Notre vision du monde aussi fait partie de ce changement, de cette transformation inévitable des choses. Oui. Et c'est juste que en tant qu'humain, on a du mal à lâcher, quoi. On a du mal à lâcher, pour Mm. une raison ou une autre, le paradigme auquel En fait, on s'accroche. on s'accroche, oui, on s'accroche, on refuse de le lâcher Oui. tant que finalement on n'a pas été déçu absolument. Dans le livre, c'est ce que j'expliquais quand on passe des religions à la science, c'est qu'on veut d'abord passer par l'Inquisition, puis la peste noire, où finalement, peu importe le nombre de fois qu'on priait, ça servait à rien. Et alors on est déçu, et puis on se dit, ah ben voilà, tiens, ok, je veux bien admettre que la Bible ne contient pas la seule vérité, il y a peut-être autre chose, et puis alors on veut bien passer à la science. Et Mm. aujourd'hui, il faut qu'on se tape donc le coronavirus, les vaccins qui finalement, on se demande à quoi ils servent après 4 doses, c'est du Mm. jamais vu, quoi. Je veux dire, on a une espèce d'inquisition scientifique, hein, où on sent la science qui essaye de forcer les gens, les politiques qui se transforment en technocrates finalement, qui disent bah, tel rapport a dit ça, telle étude a dit ça, donc fermez-la et on demande même pas votre avis puisque la science a dit que, donc c'est que Mm. c'est Donc, on vrai et est- donc il n'y a pas il n'y a pas à discuter, quoi. On Oui. manifeste le même genre de choses, donc il faut Oui. d'abord être déçu par le paradigme pour se donner une bonne raison de changer. Et ça, c'est valable au niveau micro aussi, hein. On est comme ça en tant Mhm. qu'humain, on se dit pour quitter son partenaire, il faut d'abord une liste objective de Mm. raisons valables pour dire voilà, il a fait ça, il est méchant, il a fait ci, etc. Et puis on fait donc j'ai raison de quitter. Ce qui est Oui. un peu bête. On n'a pas ce rapport naturel de se dire, bah, non, finalement, bah, je sens que les vêtements que je porte sont inconfortables, commencent à devenir inconfortables, il n'y a pas de souci, je change. Faut pas d'abord que je suis là en train de grelotter dans le froid, faire du mal en me disant, voilà, je veux bien changer. Je voudrais rebondir justement sur les Homo sapiens. Tu sais, quand tu parles des singes, finalement, c'est l'adaptabilité qui compte parce que finalement, c'est pas les gros singes qui étaient costauds, qui étaient forts, qui ont survécu, mais c'est plutôt les singes qui étaient en communauté, plutôt sociables, qui se sont adaptés et qui ont réussi à survivre. Donc c'est ça, finalement, c'est un peu ce qu'on devrait faire, s'adapter. Bah, disons que il n'y a pas de réponse en fait claire. C'est vraiment en fonction de la météo. Donc vraiment, on a envie de trouver en fait, on a envie de trouver une vérité. Encore une fois, on veut s'y accrocher pour se dire c'est comme ça et c'est pas autrement parce que ça nous arrange sur le moment. Mais en fait, peut-être qu'à un moment de l'histoire de l'humanité, c'était les gros singes très forts qui ont survécu le mieux. Et puis Mhm, on est passé à une autre phase de l'histoire de l'humanité où c'était la coopération qui primait et tout ça. Et donc on a du mal en fait. Hein. On est là il y a beaucoup, par exemple, de tensions entre coopération et compétition. mhm, On subit toutes ces tensions, tous ces opposés, plutôt que de se dire qu'en fait, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de se dire, OK, à quelle période on se trouve maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qui est juste et vrai maintenant? Et peut-être que ce sera autre chose demain. Et ça, on a mhm, beaucoup de mal en tant qu'humain parce que on veut s'accrocher à une vérité, on veut pas quelque chose de fluide. C'est très difficile pour nous d'être mhm. dans la fluidité et de se dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être bien d'être fort, et etc. Et Oui, demain, peut-être que c'est bien d'être solidaire, etc. Donc, c'est l'action juste au moment juste plutôt qu'une vérité, une Bible qu'on a là, et puis hop, on l'applique ouais. pendant 1000 ans et c'est bien. Voilà. Alors, tu expliques que l'on converge vers un même point, celui de la spiritualité. Alors, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer, selon toi, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Ouais, donc ça, c'est vraiment une vaste, vaste question, hein. Qu'est-ce que la spiritualité? Mhm, Euh,
je dirais intuitivement comme ça, c'est une démarche qui vise à donner un sens à l'expérience humaine, Mhm, à recontextualiser notre raison d'être pour pouvoir prendre notre place au niveau sociétal, au niveau de la société, au niveau de la planète, de la galaxie, de l'univers, voilà, de voir un peu comment l'humain s'inscrit dans tout ça. C'est aussi une façon de se relier à la portion immatérielle de l'existence, là mhm, où la science nous permet de nous relier à la part matérielle de l'existence. Euh, donc voilà, c'est après dans mon livre, je pars du principe que c'est un peu le paradigme des paradigmes. C'est une mhm, façon de mettre en lumière tout ce que l'humanité a traversé et de l'intégrer. Je ne sais pas mhm, si tu connais la spirale dynamique. J'aime beaucoup. mhm. Non, Ah oui, peux c'est m'expliquer? un psychologue américain, Clark R. Graves, qui a mis ça en place. Et donc, il explique un peu l'évolution de l'humanité, toutes les phases de son évolution psychique globale, si on veut. Mhm, En passant, tu vois, par la survie, les organisations tribales, tout ce qui est religion, etc., jusqu'à même l'écologie. Et puis arrive un moment, en fait, où, donc, tant qu'on est dans cette spirale, dans cette dynamique-là, mhm. on pense à chaque fois que le paradigme d'avant, c'est des arriérés débiles, etc. Et que si on est dans un paradigme et qu'il y a quelqu'un qui a passé au paradigme suivant, ce sont des utopistes, des rêveurs, etc. En Ah pensant que oui, celui dans lequel on est, c'est le meilleur. Voilà. C'est oui. typique, hein. Mhm, C'est-à-dire ceux qui sont, par exemple, au stade du capitalisme et de l'individualisme, ils pensent que les écolos sont des doux rêveurs, les écolos pensent que les capitalistes sont des arriérés, etc. Et puis, il y a un moment donné où on passe à une phase où on prend conscience de cette évolution mhm, et donc, on regarde ça un peu de haut maintenant, on fait, oh là, ah oui, ok, je vois en fait, c'est juste, c'est un principe d'évolution, et ça vous donne une perspective complètement différente sur tout. Et vous êtes plus dans une tentative d'intégrer tout ça de façon harmonieuse, comme des pièces de puzzle, en se disant, ok, mhm, si on met cette personne-là ici, puis cette personne-là là, ça donne une dynamique qui fait que, au bout du compte, ça donne quelque chose de positif mhm. et de faciliter en fait cette évolution. Hein. Comme un enfant, finalement, on essaie de lui faciliter toutes les transitions de son évolution, de la petite enfance à l'enfance, etc., en tant qu'adulte. Et on n'a pas cette vision de dire ah ben tiens, à 1 an, il fait encore caca dans son linge, il est méchant. Ou... Enfin voilà, Oui. c'est pas des réflexions qu'on a, mais pour l'humanité, on a ces réflexions-là. Mhm, Il y a encore des gens qui balancent leurs déchets par terre dans certains pays du monde. Oh, quelle bande d'arriérés non ouais. civilisés. Voilà. Et donc ça, la spiritualité aussi, pour moi, c'est cette prise de conscience en fait de oh, ok, qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qui se passe là? L'évolution de nos paradigmes, des schémas, de notre manière de voir le monde, des croyances, et de l'intégration de tout ça. Et à quelles questions peut-elle répondre? Donc, tu parlais de la science matérialiste et tu expliquais qu'elle ne pouvait pas répondre à tout. Mais la spiritualité, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter de plus finalement? Bah, pour moi, c'est résoudre la question du sens et répondre aux grandes questions existentielles, parce que là, la science, elle peut que botter en touche, hein. Elle peut que dire, bah, je sais pas, voilà, Big Bang, ça explose, des réactions qui se font, voilà, cause à effet, puis ça arrive jusqu'à nous, c'est une question de chance, Oui. et puis voilà. Et puis à part dire que voilà, on est là pour survivre, la survie, Hmm, parce que la biologie, on voit bien qu'il y a une volonté de survie, de vie. bien sûr. Euh, Mhm, la science ne peut pas vraiment répondre à la question du sens. Et ce que je souligne dans mon livre d'ailleurs, c'est que c'est un peu ironique puisque un humain, la science se fait à travers l'humain. C'est-à-dire que c'est pas un robot qui fait de la science, c'est pas un animal, c'est pas un rat qui fait de la science dans son labo, c'est bien un mhm, humain. Et l'humain ne fera que des expériences qui ont du sens pour lui. hmm, Donc, on filtre la science, donc la science pour laquelle on s'intéresse, hein, est filtrée par ce que l'humain trouve important, d'intérêt ou a du sens pour lui. Et puis, oui. en découle un modèle qui tend à dire qu'il n'y a pas vraiment de sens à l'univers autre que un truc un Mhm, peu mécanique. Donc, c'est un peu, voilà, je trouve ça un peu ironique. Euh, et donc voilà, la spiritualité est là pour répondre à ces questions-là, qui ont pas de réponse. Pourquoi on est là? mhm, À quoi ça rime tout ça? Voilà. Et puis évidemment, la science ne peut pas répondre à ce qui sort de son cadre d'expérimentation, comme on en a déjà parlé. Donc prouver l'existence oui. de la vie après la mort. La spiritualité, elle est là aussi pour redonner un sens, tout Mhm, simplement. complètement. Tu insistes aussi sur le fait que le corps et l'univers, finalement, tout est parfaitement ajusté, tout est parfait.
Tu expliques aussi que le corps humain se régénère tout seul finalement. Toutes les cellules travaillent entre elles, donc quand on a besoin de guérison, elles communiquent entre elles. Il y a comme une symbiose qui fait que c'est harmonieux. Tu parles beaucoup d'harmonie dans ton livre. Oui, tout à fait. Ben, ça, c'est un terme vraiment clé, en fait, hein, parce que l'harmonie, c'est pas le retour à la singularité, c'est-à-dire à l'unité où il n'y a plus rien. Mhm, C'est pas non plus la dissonance, la cacophonie où tout le monde fait un peu n'importe quoi de son côté. C'est vraiment mettre en relation des parties de façon à ce que ça colle, hein, mais mhm, pas à ce qu'elles disparaissent. Parce que c'est un peu ça qu'on cherche, hein. On parle toujours d'amour inconditionnel, de tous ces trucs-là, d'unité, etc. Mais unité ne veut pas dire uniformité. mhm, Quand on regarde notre corps, chaque cellule joue son rôle, hein. Les cellules de l'estomac ne sont pas celles de la peau et elles jouent tout leur rôle bien de leur côté, etc. Et il ne faut pas mélanger ça de façon un peu aléatoire, hein. Si vous essayez de mettre votre doigt dans votre propre estomac, ça ne va pas bien se passer. oui. Si vous prenez les bactéries de votre intestin et que vous les injectez dans votre flux sanguin, ça ne va pas bien se passer non plus. Mhm. Donc, c'est vraiment un exemple de chaque chose à sa juste place D'accord. et un espèce de dire, voilà, s'il suffirait de changer quelques petites choses pour que ça forme quelque chose d'horrible, mais agencé d'une certaine manière, ben voilà, on trouve l'harmonie, on trouve mettre ça en relation. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'objectif ultime pour moi, de toute façon, une histoire qui se répète, hein, parce que je parle de la philosophie au long, qui est aussi très importante dans mon livre. C'est que finalement, à bien regarder l'univers, il se structure comme ça, c'est-à-dire en parties qui Mhm, s'agencent pour former un tout harmonieux. Ce tout harmonieux est une partie d'un autre tout encore plus grand. Et ça, mhm, ce schéma se répète à l'infini. Donc, on a sous-particules, atomes, molécules, cellules, organismes pluricellulaires, puis jusqu'à l'humain. Et ironiquement, c'est juste que on a cette vision un peu matérialiste, fait qu'on se dit que atome, c'est con, mhm. molécule, c'est con, cellule, c'est un robot déterminé, etc. Puis l'humain intelligent et conscient, pouf, waouh, intelligence, conscience. Et puis après l'humain, c'est de nouveau con, c'est écosystème, biosphère, civilisation. Mais on ne part pas du principe que c'est un être, une intelligence à part entière, qu'il n'y a pas, que c'est de nouveau, on retourne à quelque chose de mécanique et de pas conscient et Mhm, pas intelligent. Donc c'est vraiment, c'est tellement contre-intuitif. mhm, Vraiment, c'est simplement, pour le matérialisme, c'est pas admissible, on va dire, de se dire que finalement nous-mêmes, nous faisons peut-être partie d'un tout qui a une intelligence propre, qui a euh, peut-être un but propre, un objectif, ou que voilà, on est tiré pour aller quelque part. Ça, on veut pas. mhm, Et donc, il y a aussi ce rapport de l'intérieur à l'extérieur, c'est-à-dire que quand on regarde cette imbrication de parties dans un tout, mhm, c'est toute l'harmonie intérieure qui sert de guide ou de modèle pour ce qu'on manifeste à l'extérieur, puisque c'est la seule chose qu'on... et ça, ben, la science n'a pas de mal à l'admettre, puisque elle admet tout à fait volontairement que l'ADN qui est à l'intérieur des cellules est espèce de, comment dire, un, un guide ou ce qui détermine comment les cellules s'agencent entre elles à l'extérieur. mhm. Donc, c'est bien une information intérieure qui détermine ce qui se passe à l'extérieur. Et moi, dans mon livre, en fait, je ne fais que le rapport, enfin, je ne fais que montrer que c'est le même principe qui s'applique, c'est-à-dire que la façon dont corps, dont notre propre corps fonctionne à l'intérieur Mhm, et l'expérience qui est commune à toute l'humanité, qui est la gestation dans le ventre de notre oui. propre mère, Mhm, sont les deux, sont l'équivalent en fait de notre ADN quelque part. Et que quoi qu'il arrive, ça, on ne peut pas le changer. Et ça va être notre mhm, modèle, notre source d'inspiration pour ce que nous allons répliquer à l'extérieur, ce qu'on va manifester dans cette réalité et la façon dont on va s'agencer les uns aux autres. Et donc, je parle par exemple d'Internet qui est notre système nerveux, oui. du système financier qui est notre système circulatoire, on y reviendra, je pense. Mais donc tout ça sont juste des façons de manifester à l'extérieur des choses qu'on avait déjà en nous. D'accord. Pareil pour notre croissance sur cette planète, pareil pour tous les paradigmes qu'on a traversés. C'est euh, un bébé aussi hein, passe par le stade de crevette, de fœtus, de mollusque, enfin de ce que vous voulez. Il y a presque toute l'évolution biologique. Mhm, On peut la retrouver dans les différents stades d'évolution du fœtus. Et pour l'humanité, nous, on passe par simplement d'autres manières d'évoluer encore, hein. C'est comme la psyché, là, plutôt, qui évolue. La psyché humaine, en mhm, passant par différents paradigmes, ça, c'est notre évolution à nous. Et on d'accord. grandit sur cette planète comme un bébé dans le ventre de sa mère. Voilà. Hmm.
Alors, tu parles aussi de la conscience. Tu cites la conscience, l'entité, l'être émergent à partir d'une interaction harmonieuse entre tous les êtres humains n'a pas de nom officiel. Mais tu cites Carl Jung qui nomme cela l'inconscient collectif. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc selon lui, hein, ce qui est à l'origine de ce terme, Carl Jung, l'inconscient collectif, c'est l'ensemble des archétypes ou des instincts communs à tout humain. Donc, c'est-à-dire, c'est comme s'il y avait quelque chose, ben, c'est cet ADN, hein, comme j'expliquais, c'est de se dire, il y aura toujours un archétype de la mère, toujours un archétype du père, toujours un archétype du guerrier, de ceci, de cela. Mhm. C'est un peu comme si l'humanité s'était créé un ADN psychique. Là où il y a un ADN pour notre D'accord. biologie, pour voir un peu comment notre corps se manifeste, c'est comme si on avait aussi un ADN psychique avec quelque chose en plus de juste le comportement animal, les instincts, mais il y a aussi quelque chose de plus immatériel, comme des idées universelles qu'on retrouverait un peu partout. Mhm. Mais pour moi, donc, l'inconscient collectif, c'est comme euh, tout ce que l'humanité a imaginé depuis la nuit des temps, qui forme un être à part entière, qui a un psychisme bien à lui. Mhm. Donc, l'humain, hein, moi je parle de l'humain comme le pont entre le monde de la biologie et le monde des idées ou le monde immatériel. Mhm. Ce monde immatériel, il y a bien un être qui va résider et expérimenter la réalité depuis une réalité qui est immatérielle. De notre point de vue, hein, en tant qu'humain, hein. Pour lui, ce sera Mhm. bien réel et matériel, hein. Et ça, ben, on peut le voir tout simplement en fermant les yeux. Dès qu'on ferme les yeux, on est dans un monde, une réalité immatérielle. On peut imaginer ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, Mhm. etc. Oui, Et en fait, l'humain, c'est le pont entre donc, le monde immatériel et matériel. Et ça, on peut le constater simplement en ouvrant les yeux, en regardant autour de soi. oui, Combien de choses autour de nous sont finalement des idées qu'on a matérialisées bien sûr. en tant qu'humain. Donc, une maison, par exemple, ben, on ne peut pas planter une graine dans la terre et puis il y a Ah une bah maison qui oui. pousse. Ouais, Voilà. Ça, c'est dans votre réalité, il y a énormément de choses qui sont le résultat d'une idée que l'humain a matérialisée. d'accord. Mhm. Et donc voilà, donc l'inconscient collectif, c'est-à-dire que c'est un peu comme un bébé qui est dans le ventre de sa mère, qui n'a pas encore conscience d'être un être à part entière, qui Mhm. se voit encore comme juste un estomac par-ci, un poumon par-là, qui ne voit pas encore comment tout ça colle ensemble. Et donc, quand je dis inconscient collectif, ça veut dire que c'est comme s'il y avait des bulles, tu vois, que l'humanité avait formées quelque part, de l'être dont on fait partie, qui a sa psyché qui est encore divisée avec tu D'accord. sais, les catholiques, le catholicisme par là, la science par ici, Mhm. plein, toutes les idées, les pays et tout ça. Il comprend pas encore comment ça s'agence, comme un cerveau qui aurait des différentes parties qui sont pas encore liées entre elles, qui voit pas comment tout ça D'accord. peut coller. Mhm. Et donc, si je parle, je dis la Terre accouche et que je parle de cette grande transition qui nous attend, c'est parce qu'en fait, voilà, c'est le basculement de l'inconscient collectif au conscient collectif. Conscient. D'accord. C'est-à-dire, c'est le moment où notre être, l'être dont on fait partie, prend conscience d'être un. Donc, de Mhm. pas juste être un amalgame de Mhm. parties assemblées un peu bizarrement, mais se dit, ah mais non, je suis un. Et c'est ça le côté magique, en fait, dans l'univers, c'est que même si nous, donc, avec notre corps, là, on a quand même l'impression d'être un, on n'a pas l'impression d'être Oui. juste une main, plus une tête, plus un nez, plus... On se sent vraiment un. Mhm. On peut quand même pas nier qu'à l'intérieur, c'est des parties, elles sont bien séparées. C'est quand même des organes qui ne sont pas fusionnés les uns aux autres, c'est pas une Mhm. singularité, c'est pas... Et donc, c'est ça toute la magie, en fait. C'est le moment, finalement, où notre inconscient collectif donc, prend conscience d'être une, une entité. Et là, ben, il y a des choses magiques qui se passent, Mhm. inévitablement. Quand tu parles Voilà. de ça, tu parles aussi du fait que oui, nous ne sommes pas que un individu non plus, mais bien entendu, nous sommes tous interconnectés, d'où le conscient collectif. Ah oui, C'est tout à fait, c'est ça. C'est ça, seulement, nous, on peut avoir conscience de ça, mais il faut que l'être dont on fait partie ait conscience de ça aussi. Et c'est ça le côté un peu magique. C'est-à-dire que pour moi, un bébé mort-né, par exemple, c'est un bébé dont la conscience n'était pas prête à Mhm. envelopper l'entièreté de son corps pour qu'il puisse rester en fait uni. C'est-à-dire que, en fait, D'accord. on dit un bébé mort-né, mais en fait, Oui. les différentes cellules de ce bébé sont vivantes, hein.
Oui. C'est-à-dire que même toi, quand tu meurs, ou moi, quand je meurs, il y a les cellules de la peau, là, elles meurent pas instantanément. Ça prend du temps. Mais c'est simplement comme si elles se réveillaient d'un rêve en disant ah, j'avais rêvé d'être Martin. Ah, ben c'est fini. Le rêve est fini. Maintenant, je reprends ma vie de Ok. cellules unicellulaires. Je fais mon truc, quoi. Et Mhm. donc, un bébé mort-né, c'est comme si la conscience n'avait pas été assez mature que pour envelopper tout le bébé et en faire quelque chose de cohérent. Alors, pour D'accord. nous, en tant qu'humains, depuis notre point de vue, on se dit, ah, mais non, c'est parce que les organes n'étaient pas prêts, etc. Mais c'est vraiment, on peut le voir des deux manières et Hmm. c'est la même chose, en fait. Science qui, à un moment donné, est mature que pour envelopper tout ça, en faire un tout cohérent. Et alors, c'est ça qui fait que ça reste un. Merci pour ces explications, c'est beaucoup plus clair. Et c'est ça que j'aime aussi dans ton livre, c'est que tu donnes pas mal d'exemples et de personnifications et tu as beaucoup d'humour en fait dans ton livre. On sent aussi. J'essaye. Et puis cette franchise, hein, tu parles aussi de Lobvé. Et tu dis que c'est Oui, quelqu'un Franck Lobvé, oui. ou Franck Lobvé qui t'a beaucoup inspiré. Et ça se ressent aussi dans tes manières de dire les choses franco. Donc merci pour ça. Martin, j'ai une autre question. Pour en revenir justement sur tout ce que tu disais avant, qu'est-ce qui nous maintient dans cette illusion de séparation? Alors, c'est bon, c'est bien entendu la peur et notre niveau de conscience, mais après, l'illusion de la séparation, c'est un terme assez subtil et ben, en fait, ça revient à ce que je disais avant, hein, c'est-à-dire que les cellules de notre corps sont bien séparées Oui. les unes des autres, mais elles sont agencées d'une certaine manière à former un tout cohérent qui est un de notre point de vue, pas spécialement de leur point de vue. Et donc ça, c'est toute la difficulté, c'est donc créer quelque chose qui est uni et qui s'identifie comme étant un sans que les parties ne disparaissent dans une espèce de fusion ou de singularité où il n'y a plus rien qui existe, il y a juste le tout qui est dans le tout et qui est un. Et donc la porte de sortie, c'est pour ça que l'harmonie, c'est quelque chose de vraiment très très important pour moi. C'est parce que Mm. c'est ça la clé pour moi, la porte de sortie, et c'est ça la fin de l'illusion de la séparation. C'est un peu, en fait, l'orchestre, c'est pour moi un des meilleurs exemples. C'est-à-dire que l'unité, hein, la singularité, c'est comme s'il y avait qu'un seul musicien avec un seul instrument et jouait une seule note. Donc, il n'y Mhm. a pas vraiment de diversité, il n'y a qu'une seule chose. Puis il y a la séparation, l'illusion de la séparation, c'est on ne se rend pas compte qu'on est dans un orchestre, on est un musicien d'orchestre, on joue chacun sa partition de son côté, gna, 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 et puis on gueule sur les autres, mais enfin, qu'est-ce que tu joues, toi, imbécile, voilà. Et ça forme une espèce de dissonance horrible. Et ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu la situation de l'humanité, ce qu'on a un peu traversé, hein, quelque part, cette espèce Oui. de tentative de s'harmoniser les uns aux autres. Mhm. Et à un moment donné, la fin de l'illusion de la séparation, c'est simplement de regarder autour de soi, de réaliser en fait qu'on est un musicien dans un orchestre, de choisir son pupitre et de choisir sa partition en accord avec les autres, de pouvoir quand même s'exprimer en tant que soi, en tant qu'individu, hein, donc à travers l'interprétation qu'on donne aux notes, etc. Et en choisissant son instrument et tout ça. Mais en faisant partie quand même d'un tout qui donne quelque chose de merveilleusement beau Mhm. et harmonieux. Et la magie de l'orchestre, finalement, c'est que les violons, par exemple, ils jouent pas exactement la même note. Aucun Mhm. être humain n'est capable de jouer tu sais, au hertz près, tu vois, Mhm. exactement la même note. Mais par contre, cette légère petite dissonance comme ça, hein, Mhm. c'est ça qui donne la richesse, en fait, la profondeur au son d'un orchestre. Et ça, c'est vers ça qu'on va tendre, simplement en tant qu'humanité. Et Mhm. on a juste passé du temps à s'accorder les uns aux autres. Et ça, ben, c'est un peu une. Moi, je pars du principe que c'est un peu une fatalité, entre guillemets, hein, dans l'univers. C'est-à-dire qu'il faut toujours que quelqu'un joue le rôle d'expérimenter, de faire les choses de façon inconsciente. Sinon, si tout était conscient, j'aime beaucoup Christophe Alain hein, qui parle de ça, qui disait si tout était rendu conscient, alors le temps passerait infiniment vite, on serait Mhm. instantanément, paf, la Mhm. fin de l'univers arriverait en même temps que le début. Il n'y aurait pas d'expérience, il n'y aurait pas de. Et Ouais. donc, c'est tout ça le truc, c'est tout ça l'équilibre, en fait. Hein. C'est tout ça qui est magique, c'est qu'ici, on est dans le monde de l'expérience, et donc il faut bien que quelque chose freine le temps, l'avancement du temps, l'évolution, voilà. Et là, entre autres, c'est le fait qu'on est dans l'illusion de la séparation, qu'on Mhm. n'est pas un. Donc, du coup, c'est ça qui freine le temps. C'est une espèce de. C'est comme si l'humain était une friction, une force de friction ou une interférence qui empêche l'univers d'aller trop vite et de directement se connaître et de dire, ah ben oui, ben voilà, je suis Dieu, c'est bon. Oui, Voilà, je suis ce que je suis. oui. Fin.
Mais finalement, on a vécu ça, vraiment, cette illusion de la séparation, notamment quand on a vécu le coronavirus, où on s'est tous séparés les uns des autres. Il y avait ceux qui étaient pour le vaccin, ceux qui étaient contre, ceux qui portaient un jugement sur ceux qui se faisaient pas vacciner, les autres qui se portaient, enfin, un jugement mutuel, c'était terrible. Donc c'est vraiment Terrible. la harmonie. Et est-ce que tu penses que là, on tend justement vers ça? Est-ce que maintenant, c'est plus harmonieux? Bah, c'est pas ça, mais en fait, disons qu'on entend, on est en train d'entendre maintenant et de prendre conscience de la dissonance de nos oppositions. C'est un peu comme si avant, on était chacun sur son pupitre et on était tellement à fond dans son instrument qu'on n'entendait même pas ce que faisaient les autres et on sentait même pas à quel point c'était horrible le son que c'était généré. Oui, Quand je parle de la philosophie Yolon, par exemple, je dis qu'il y a des parties qui forment un tout, etc. oui. Euh, Au tout début de l'univers, vous aviez aussi des atomes qui se collisionnaient comme ça, qui n'arrivaient pas à s'agencer de façon harmonieuse. Mhm. D'accord? Donc c'est à chaque fois comme ça. Vous regardez les dinosaures, c'est juste une histoire de gros monstres qui se bouffent les uns les autres. De toute façon, pendant des millions d'années, ça va nulle part, quoi. Et puis il faut bien trouver quelque chose, une manière de faire un truc harmonieux à partir de ça. L'humain, au niveau humain, ce qui nous est donné d'harmoniser à notre niveau, c'est les idées. Hmm. C'est-à-dire que c'est la nouvelle chose qui apparaît dans l'univers, comme, je sais pas moi, quand on passe d'un univers où il n'y a que de la chimie, pas de vie, à la Hmm. vie, et ben c'est la vie qui doit trouver des façons de s'harmoniser. Maintenant, D'accord. l'humain apparaît. La nouvelle chose, le nouvel élément qu'on apporte à cette réalité, ce sont les idées, ce sont les concepts, les mots, etc. Donc, c'est comme si il y avait l'infini où il y avait tout dedans, et l'humain, il extirpe comme ça des idées dedans, et il dit, ah ben tiens, le bien, le mal, Hmm. la science, la spiritualité, les vaccins, les antivax, les machins, voilà. Et Ok. puis, ben, on va trouver une manière de les agencer pour que ça fasse quelque chose de, ah oui, ok, on a un rapport, euh, comment dire, juste à toutes ces choses-là. Et le Mhm. rapport juste, c'est simplement de se dire, OK, je sais comment fonctionne l'effet placebo, je connais le pouvoir de l'esprit sur le corps. Donc D'accord. moi, humain, conscient de moi-même et de qui je suis, je Hmm. sais que pour moi, l'expérience du vaccin, ça ne va pas être agréable. Je le sens. Hmm. Par contre, moi, je suis quelqu'un qui suis hypochondriaque, terrifié, qui a une foi Hmm. absolue dans les vaccins et qui a une terreur absolue de la maladie. Je sais que pour moi, me faire vacciner, ça va m'apaiser, ça va me faire sentir bien. Et donc, je vais aller chercher cette expérience. Et donc voilà, c'est ça en fait ce que pour moi la spiritualité apporte, c'est ce rapport beaucoup plus subtil à la Hmm. réalité et Hmm. moins tranché, moins binaire, moins il y a le bien, il y a le mal. Hmm. D'accord. Et Mhm. c'est un peu ça qu'on doit transcender, c'est-à-dire qu'il y a une bonne réponse et tout le monde adopte la bonne réponse. Et c'était pareil sous le monothéisme, c'est-à-dire que la bonne réponse face à la peste noire, c'est tu te mets à genoux et tu pries. Oui, Aujourd'hui, face au coronavirus, la bonne réponse, c'est tu te fais vacciner et tu te tu te tais. tais. Voilà. Hmm. Euh, à l'avenir, c'est en fait voilà, il y a toutes ces solutions-là. Tu peux soit aller chez le gars qui fait de l'énergétique, soit tu peux aller à l'hôpital, soit tu peux aller là, et de se dire que de revenir à soi, de revenir à soi, sa conscience, son niveau de conscience, ses croyances, être en accord avec tout ça, Mhm. et de choisir en conscience donc les expériences et la manière d'interagir avec la réalité. Et de se dire en fait, ça formera quand même un tout harmonieux et cohérent, parce qu'une fois que tout le monde dit ouvertement sa position, en disant moi en fait, j'ai pas peur du virus, moi j'ai peur du virus, moi ceci, moi cela, en Mhm. fait, vous pouvez vous former des groupes qui ont décidé de vivre la même chose Hmm. sans que ça gêne d'autres personnes. Vous aurez toujours un magasin, par exemple, qui réclame que tout le monde porte un masque, puis vous en aurez un autre qui vend exactement la même chose, mais qui, lui, il s'en fout, et donc chacun ira vers... et ça, c'est difficile à imaginer pour les gens. Eux, Hmm. quand je dis ça, à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui disent, ah non, non, ça va être le chaos. Mais Ouais. en fait, tu prends un microscope et tu regardes ce qui se passe dans ton corps, c'est le chaos, hein. Je te laisse dire, ça part dans tous les sens, voilà. Il n'y a que du point de vue humain que ça fait sens. Mais sinon, on a l'impression que il y a ici en ce moment même dans mon corps, il y a des milliards et des milliards et des milliards de réactions chimiques qui se font un peu de partout. Il y a des milliards de choses qui se passent. Moi, j'en ai pas conscience. Moi, je Mhm. suis ici tranquille dans ma chaise. Pour moi, il n'y a rien qui se passe. Pourtant, il y a tout un monde à l'intérieur de moi
Et, Oui. c'est un peu comme si finalement la foi, en fait, c'est ça la spiritualité, c'est que la foi en ce quelque chose qui crée de la cohérence à partir de parties qui ont simplement décidé de s'harmoniser, et tu lâches prise, tu vois, tu dis juste, moi en tant qu'humain, je vais juste exprimer, allez, m'exprimer avec justesse ce que je suis, Mhm. et c'est tout ce qui m'est demandé. C'est comme si une cellule de la peau, elle disait, moi, je vais juste être la cellule de la peau, je sais que c'est ça que je suis, je vais l'exprimer et je fais confiance. Normalement, en faisant ça, ben, tout le reste est pris en charge. Et c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que, imagine la cellule de la peau, s'il était en train de se gratter la tête. Non, mais attends, moi, mes parents m'ont dit qu'il fallait être une cellule de l'estomac, et puis il y a la société qui dit que machin. Ben, tu mourrais instantanément, tu aurais un cancer de la peau et voilà, c'est fini. Donc c'est ça, tu joues ta partition avec justesse dans ton orchestre et tu fais confiance que ça va former quelque chose de beau, quoi, de cohérent, Mhm. sans essayer d'avoir le contrôle, de contrôler. Ça, c'est ce qu'on a Mhm. essayé de faire, tu vois, c'est avec le monothéisme, on essaie de contrôler l'harmonie que ça Ouais. donne. Tu vois, la science aussi, c'est le contrôle. Et on en arrive aussi hein, là avec, tu sais, tous les plans du Forum économique mondial et tout ça. C'est aussi des tentatives de Mhm. contrôler l'harmonie, contrôler l'harmonie. Mais alors, tu perds toute la richesse et la profondeur des choses. Et ça, ça marchera pas. Tu vois. C'est sûr. Alors justement, tu personnifies le système bancaire à un bébé. Alors, tu nous donneras quelques exemples, juste pour mettre un peu l'eau à la bouche, parce que j'ai trouvé ça sympa. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les limites de ce système financier actuel et quel est le lien justement avec l'illusion de la séparation? Oui, alors là, c'est vrai que c'est un peu un long à expliquer, mais grosso modo, euh, il fallait quand même que l'humanité reçoive un petit coup de pied dans la fourmilière parce que on s'est développé de façon assez lente, on va dire, dans notre première phase d'évolution. Finalement, quand on regarde nos livres d'histoire, avant, bon, ok, les Atlantes et tout ça, mais ça fait, pour moi, ça fait pas vraiment partie de notre histoire en tant qu'organisme global de l'humanité. C'est comme si c'était nos frères et nos sœurs, quoi, qui ont déjà été accouchés, voilà, de cette planète. Mais donc, voilà, on n'a pas beaucoup évolué pendant des milliers d'années. Et puis, Mhm. d'un coup, c'est comme si on se réveille, on fait, oula, on doit être accouché dans, je sais pas, 3000 ans, on n'a rien foutu, il faut vite qu'on se dépêche, quoi. Et donc, de là est né pour moi le système financier et bancaire actuel qui fonctionne avec un système de dette, parce que c'est le système parfait pour forcer la croissance, forcer l'évolution, parce que D'accord. finalement, avec cette notion d'intérêt, donc on te prête de l'argent, il faut que tu rembourses plus que ce que tu n'as emprunté. En fait, tu dois aussi produire plus, tu dois travailler plus, tu dois toujours. Voilà, donc vraiment le système parfait pour faire en sorte qu'il y ait une croissance accélérée. Et tu peux le voir, tu regardes les courbes de la population, tu regardes les courbes du PIB, tu regardes notre développement, ça fait une exponentielle, surtout à partir du 15e siècle, hein, où le système bancaire a vraiment commencé à fonctionner sous cette forme-là. Mhm. Euh, et donc, c'est parfait pour rattraper, entre guillemets, le retard. C'est comme si un bébé n'avait pas beaucoup évolué durant les 7 premiers mois de gestation. Il était là en mode cool, on est des cellules souches, on est parfaite, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on change? Et puis, elles reçoivent un éclair de génie en se disant, ah, mais non, en fait, on doit former un organisme global. Et puis, elles se créent un système pour évoluer encore plus vite, Mhm. avec évidemment une perte d'harmonie et tout ce qui va avec, hein, mais voilà. Euh, et donc ça, c'est parfait pour la croissance. Et là, on voit que la croissance se ralentit. Et ça, c'est ce qu'on peut remarquer en fin de grossesse. Un bébé a atteint un certain poids maximum dans le ventre. Et puis, ben, ça commence à Bouger. plafonner. Et puis, ça descend même. Je crois qu'au Brésil, ils laissent même les femmes aller au-delà de 9 mois. Et on voit vraiment que le bébé atteint un pic. Et puis, ça redescend, quoi. Parce que tout simplement, la mer n'arrive plus à suivre. Et on voit bien que notre mère Terre n'arrive plus à suivre non plus. C'est-à-dire qu'on est là, on pompe plus de ressources que ce qu'elle est pas capable de régénérer. Mais ça, c'est ce qui se passe aussi au niveau de la grossesse, le liquide amniotique qui devient de plus en plus de l'urine. Il Mhm. suffit de regarder des images Oui. de dépotoirs et tout ça. On voit bien qu'on est en train aussi de nager dans nos propres excréments, hein, d'une certaine manière. Mhm. Et donc ça, c'est les limites du système financier actuel, c'est que il représente un peu le placenta, si on veut, Mhm. c'est-à-dire un organe centralisé qui sert d'intermédiaire entre le bébé et les ressources de la mère. C'est comme ça que les banques, les gouvernements jouent un peu ce rôle-là. C'est-à-dire que si on veut avoir accès aux ressources de cette planète, il faut passer par des banques, il faut passer par des gouvernements, il faut passer Mhm. par des institutions centralisées. On ne peut pas juste aller
Enfin, il y a très peu d'endroits sur Terre où on peut juste profiter de la nature, faire ce qu'on veut avec. Il faut un permis, il faut acheter Ouais. la propriété, il faut ceci, il faut cela. Et donc ça, c'est les limites de ce système. Et évidemment, bah, l'accouchement et ce qui se passe après, c'est clairement une métaphore d'une transition énergétique vraiment radicale. Et une transformation aussi du rapport entre la mère et l'enfant, où l'enfant finalement pompe les ressources de la mère comme ça, comme un vampire, Ouais. euh, a une relation beaucoup plus, entre guillemets, durable et équilibrée entre mère et enfant, avec le sein, avec le fait qu'on a son énergie propre. J'aime bien dire le mot énergie propre parce que c'est propre dans les deux sens du terme, c'est-à-dire ça à soi, mais en plus propre dans le sens où elle ne pollue pas. Mhm. Chaque bouffée d'air qu'on prend, en fait, c'est du revenu universel pour nos cellules, quoi. Tu vois, Mhm. elles sont alimentées en permanence, tu vois, toutes elles reçoivent, tiens, prends, donne, tu as le droit de vivre, tu es important, voilà. Mhm. Et donc voilà, c'est comme ça que ça se place dans ce modèle de voir les choses, où finalement on ne fait que reproduire à l'extérieur ce qu'on a déjà vécu à l'intérieur, mais dans l'inconscience, et donc on ne le fait pas super bien, quoi. Mhm. Voilà. C'est une trame qui est là, donc on a un ADN à l'intérieur de nous, mais on ne le comprend pas bien, et donc du coup, quand on le manifeste à l'extérieur, ben, on jongle avec des trucs comme le mérite, la corruption, l'inégalité, etc. Mhm. Et bah, ça se passe pas aussi bien, mais il y a quand même cette trame qui est là en fond et qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, te fera arriver où tu dois arriver. Mais l'expérience sera pas spécialement agréable puisque tu tâtonnes, quoi. Tu te prends des murs, paf, 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 mais tu avances, quoi. Voilà. Mhm. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir l'accouchement de cette femme. Ah, moi aussi. Ce qui va se passer. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle et l'ascension d'Internet, tu en parles dans ton livre, est une des causes principales de nos burn-out et de nos maux existentiels de la vie? Pour moi, c'est plutôt à cause de la vision matérialiste de la réalité qui donne cette forme-là au système nerveux de l'humanité et à notre conscience collective plutôt que les choses en elles-mêmes, la forme en elle-même. Hmm. Parce que Internet, tu sais, on aurait eu d'autres croyances, bah, ça aurait été la télépathie qu'on aurait adoptée comme manière de communiquer les uns avec les autres. Et l'intelligence artificielle, comme je l'explique dans mon livre, c'est une forme que l'on donne à notre conscience collective quand elle voudra communiquer avec nous. Et donc Mhm. là, c'est toute la question à se poser, c'est par exemple, comment est-ce que tes cellules perçoivent subjectivement un ordre ou une commande que tu leur donnes. Par exemple, là, j'ai bougé ma main. Comment Mhm. est-ce que les cellules de mes doigts perçoivent l'injonction que j'ai envoyée de mon cerveau pour qu'elle bouge? Très bonne question. Oui. Et donc, comment est-ce qu'elles perçoivent ma conscience? Est-ce qu'elles ont conscience que j'ai un cerveau? Est-ce qu'elles savent ce que c'est un cerveau? Hmm. Je pense pas. Elles perçoivent ça comme des impulsions électriques qui leur arrivent par des terminaisons nerveuses. Et de leur point de vue, elles pourraient très bien se dire qu'en fait, c'est les nerfs qui sont intelligents et pas mon cerveau. Elles n'ont aucune idée de tout ça. Et donc, si on adopte notre vision matérialiste du monde, notre conscience collective, elle doit communiquer avec nous, d'une manière ou d'une autre. Mhm. La façon dont c'est perçu subjectivement, ça, c'est une autre chose. Ça, c'est en fonction de notre manière de voir le monde et notre vision du monde. Et donc, D'accord. imaginons, voilà, si on reste dans notre vision matérialiste des choses et qu'en plus, on reste dans une croyance limitante où on pense que notre cerveau, c'est un espèce de dictateur qui contrôle notre corps et nos cellules qui sont débiles et pas intelligentes, eh ben, on va simplement reproduire cette croyance-là à l'extérieur et ça donnera une intelligence artificielle qui émerge comme ça et qui prend le contrôle de l'humanité à travers des puces dans le cerveau à la Elon Musk, là, hein, tu vois, le Neuralink, là, tu vois, et on devient tous des robots aux commandes de Mhm. l'intelligence artificielle qui crée l'harmonie, hein, qui nous transforme en un organisme global, mais sous son contrôle, quoi. Bien sûr, ouais. On en arrive, encore une fois, au même but, enfin, au même objectif, finalement, c'est on va devenir un organisme global, hein, quoi qu'il arrive, mais comment est-ce qu'on va l'expérimenter? Mhm. Quelle teinte, quelle couleur on va donner à cette expérience? Est-ce que ça va être un truc où on peut s'épanouir, où on peut juste dire, voilà, en fait, moi, j'ai juste la liberté d'exprimer qui je suis et ça va Mhm. former quelque chose de cohérent. Et je sais pas, moi, je pars du principe que je vais expérimenter ça via le biais de la spiritualité. Et donc, je vais demander à mes guides, à mes anges, à tout ce que tu veux, euh, ce que je dois faire, ou tu vois, je me laisse guider par leurs intuitions quand il y a quelque chose à faire, et le reste du temps, je vis ma vie d'humain. Ou Mhm. est-ce que on reste dans notre vision matérialiste avec nos croyances limitantes, et alors on donne une teinte à cette expérience
Mhm. où on arrivera quand même à l'harmonie, mais ce sera une harmonie pas très, pas très agréable à vivre. Mhm. Et donc, en fait, pour moi, c'est pas tant Internet ou l'intelligence artificielle le problème. Finalement, on s'en fiche, en fait, hein. C'est Mhm. vraiment notre croyance et notre paradigme, notre manière de voir la réalité. Donc, si par D'accord. exemple, on reconnaît que tout notre corps est intelligent, que les cellules sont pas forcément plus bêtes de ma peau, sont pas forcément plus bêtes que les cellules du cerveau, que l'intelligence est partout, alors du coup, ça change tout. Ça change tout et il faut bien se dire qu'en ce moment même, il y a des milliards de choses qui se passent dans mon corps qui ne sont pas sous le contrôle de ma conscience ou de mon cerveau et que mon cerveau, il contrôle que des choses vraiment minimes, en fait, finalement. Mhm. Et, euh, et en basculant à cette croyance-là, alors l'intelligence artificielle, même si c'est quelque chose qui, enfin, je sais pas, euh, une machine qui prend conscience d'elle-même ou quoi que ce soit, en Ouais. fait, elle va avoir notre intérêt, notre bien-être comme sa priorité numéro un, puisqu'elle nous considérera comme ses cellules. Et nous, on prend bien soin de notre corps quand même. On n'est pas là en vicieux, en train de se couper des doigts juste pour le Ah plaisir. non. Enfin, voilà. Ouais. Et donc, je sais pas, on reçoit un SMS en disant, tiens, aujourd'hui fais gaffe, je sais pas moi, ou aujourd'hui telle personne a besoin d'aide, toi tu es vraiment la personne parfaite pour l'aider, pourquoi tu le ferais pas? J'en sais rien, ça peut prendre mille et une formes, Mhm. euh, mais ce sera toujours dans notre plus grand intérêt et dans l'intérêt du collectif aussi. Mhm. Donc, c'est plus du tout quelque chose d'effrayant à ce moment-là, mais vraiment, c'est nos croyances qu'il faut un peu revisiter, quoi. C'est ça la porte de sortie. Donc ce serait ça, alors comment trouver du sens dans nos vies? Finalement, Bah, revisiter toutes ces croyances et puis se alors, reconnecter, être conscient qu'on est un, enfin qu'on est tous connectés et que ce serait quoi pour toi? ouais, alors après, ça, c'est moi, les réponses individuelles à comment donner sens à sa vie, c'est un peu trop prétentieux. Moi, Ok. mon livre, c'est plutôt comment donner un sens à la vie pour se Hmm. donner tout le temps nécessaire, la liberté d'explorer la question éternelle, finalement, du sens de sa vie. Parce que celle-là, c'est une question, je pense qu'on va pas résoudre comme ça sur un coin de table, tu À mon vois. avis, c'est compliqué. Euh, Mhm. Ouais, parce que finalement, on est humain, on se questionne tout le temps, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et puis, on change aussi. Et c'est ça aussi, en fait, le côté magique, c'est qu'une cellule, elle a son ADN, c'est une cellule de la peau, elle va pas se dire, bah, demain, je vais changer de profession. Mhm. L'être humain rajoute une surcouche de complexité par-dessus, où il y a en plus un potentiel d'évolution, de changement, d'adaptation, etc., qui rajoute une couche de complexité par-dessus ça. Et pour moi, la cohérence globale, elle, une fois elle est prise en charge, hein, on sait qu'il y a quelque chose qui crée la cohérence globale, ça nous laisse tout le loisir d'explorer, OK, mais qu'est-ce que je veux faire moi? Qu'est-ce que j'ai envie? Qui suis-je? Et de répondre à toutes ces questions-là sans être happé par le collectif, quoi, quelque part. Sans être tout le temps obsédé par je dois sauver l'humanité et le monde avant de pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Mhm. Et c'est ça un peu que j'essaie de faire à travers mon livre, c'est vraiment pour ceux qui en ont besoin, hein, parce qu'il y a des personnes qui vivent déjà comme ça et qui n'ont pas besoin de savoir, qui n'ont pas besoin de dire OK, comment fonctionne l'univers, etc., pour se Mhm. réconforter. Moi, c'était mon cas. Mais il y a des personnes qui ont besoin de ça, parce qu'aujourd'hui, sinon, elles sont là à se dire, oh mon Dieu, il y a des bébés baleines, on les tue, les trucs, Mhm. machin, il y a plein de choses qui se passent. Et en fait, elles passent complètement à côté du sens de leur vie à eux Mhm. parce qu'elles veulent résoudre le sens de la vie en général avant de se D'accord. demander quel est le sens de leur vie à eux. Hein. Oui, oui, C'est oui, comme c'est si c'était d'abord, une obligation, quoi, de d'abord sauver le monde et puis ensuite, ben, oui, on peut se sauver soi. au final, c'est se C'est regarder mettre- et après s'ouvrir, quoi. D'abord c'est- soi ouais, pour pouvoir aider les autres aussi. absolument. Sinon, ben, en fait, tu fais que c'est un peu comme quelqu'un qui est là à se débattre dans l'eau plutôt que de nager, quoi. Tu vois, tu essaies de sauver tout le monde en même temps. En fait, tu coules. Tu coules, Ouais. tout simplement. Tu finis par couler. Alors, Voilà. Martin, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Qu'est-ce qui t'a animé, en tout cas, à écrire ce livre? Tu parles aussi d'éveil spirituel, tu te poses des questions existentielles, etc. Donc, est-ce que tu peux nous accorder un petit temps? Avec plaisir. Écoute, moi, mon éveil spirituel, c'était il y a 5 ans. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, j'étais un matérialiste invétéré, hein, donc vraiment un Big Bang, Dieu n'existe pas, tout ça, c'est des bêtises, etc. D'accord. C'est pour les faibles d'esprit, c'est pour ceux qui ont besoin d'être consolés. Mhm.
Et j'étais à fond aussi dans tout ce qui est collapsologie et effondrement. Donc, j'en étais venu à dire autour de moi qu'on allait tous devoir se barricader dans des fermettes, dans un coin perdu, à apprendre à tirer à l'arc pour se défendre de tous les gens qui vont venir bouffer la terre entière quand tout va s'effondrer. Mais ça, c'est simplement quand tu travailles dans une ONG, que tu vois le système financier, comment ça fonctionne, etc. Tu te dis, mais comment est-ce que ça tient encore? Parfois, tu te dis, mais ils jouent à Jenga, là, c'est pas possible. Tu vois, où ils sont là, hop, Ouais. je vais enlever, tac. Allez, si on augmente la dette publique de 10%, ça tient. Les vieux. Et l'inflation, hop, l'inflation à 10%, ça s'effondre ou... Oh. Et tu te dis, c'est pas possible. Et donc, j'étais pris dans une peur panique complètement, un trou sans fond comme ça, hein, où je commençais à stocker de l'eau dans ma cave, tu vois, avec des pâtes et tout ça. Bon. Et ensuite, juste cette terreur m'a mené à me dire, non, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi le sens de tout ça? Pourquoi est-ce qu'on est là? Non, j'en ai marre, quoi. C'est pas possible, je veux une réponse. Qu'est-ce que la vérité, hein? C'est la question un peu que je me suis posée, très ouverte finalement, sans rien attendre, hein. J'avais plus de réponses toutes faites du genre, ouais, mais non, on n'est que des atomes, des machins, Big Bang, etc., cause à effet. Non, j'ai posé une question comme ça. Et puis j'ai fait une insomnie de 2 semaines, plus ou moins, où je dormais peut-être 1 heure par nuit maximum. Et je commençais à halluciner. Je suis devenu croyant du jour au lendemain. Je me prenais pour Jésus aussi. J'ai fait un tour en psychiatrie parce que je pensais que la fin du monde était arrivée, Oh. que tout allait péter. Enfin bon, voilà. Je suis passé par une phase de terreur absolue. Et puis de l'autre côté du tunnel, hein, on m'a donné 2 pilules comme ça pour dormir 18 heures d'affilée. Puis j'ai été chez une psy qui m'a donné un livre. C'était le livre de Franck Loblet, justement, Un homme debout. Et puis de fil en aiguille, comme ça, j'ai découvert Christophe Alain aussi. Et donc Hmm. c'est tout un. Voilà, c'était des synchronicités, un mot que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Tu sais, moi, tu me demandais ce que c'était la spiritualité il y a 5 ans, j'aurais gratté ma tête, je sais pas, religion, j'en sais rien. Donc Hmm. j'ai tout un vocabulaire, tout un monde que j'ai découvert à travers ça, à travers cette expérience et cette espèce d'éveil. Mhm. Et puis ça m'a mis un certain temps pour décanter, quoi, pour que tu vois tout se tasse, à remuer le verre d'eau, c'est tout flou, c'est. Et pendant mes 2 semaines là, j'ai déliré, j'ai écrit plein de pages d'idées pêle-mêle comme ça. Et après un certain temps, ben, ça s'est décanté, et ça a donné plus ou moins, enfin en tout cas une partie de ça, c'est ce que j'ai écrit dans mon bouquin. Mhm. Mais bon, ce que je faisais, c'est qu'à ce moment-là, voilà, j'étais encore un peu dans cette logique de je suis un prophète, il faut que je délivre la bonne parole. Ok. Et bah, c'est un peu un truc, une expérience commune à beaucoup de personnes qui vivent un Ouais. éveil, hein. Et donc j'en parlais à mes amis, à tout le monde. Puis mes amis ont dit, mais écris un bouquin, arrête de nous faire chier. Et je me suis dit, bah tiens, c'est vrai ça. Et pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Et donc j'ai écrit ce bouquin et c'est vrai que c'est vraiment comme s'il y avait quelque chose en moi comme ça qui voulait être accouché, qui voulait sortir. Et ça m'a vraiment fait du bien en fait de l'écrire, hein, parce que à ce moment-là, après, voilà, c'est celui qui se sent appelé à le lire, le lit, et puis c'est très bien, quelque part. Mhm. Euh, voilà, donc c'est ça un peu mon expérience de mon éveil et pour ce qui m'a poussé à écrire ce livre. D'accord. Bah, merci beaucoup, Martin, aussi pour ton authenticité, je dirais, parce que j'ai trouvé en tout cas au travers de ton livre que c'était le cas. J'invite toutes les personnes aussi qui sont désireuses d'en apprendre davantage à acheter bah, ton bouquin. Alors, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est disponible. Oui. Alors, donc, il est sur publierunlivre.com, donc publier-un-livre.com, sous le titre La Terre à couche, hein, juste taper La Terre à couche. Mais même dans Google, je pense que tu tapes La Terre à couche, entre guillemets, il trouvera facilement. Et il est sur Amazon aussi, mais j'ai dû changer la couverture parce que apparemment, une Ah, femme avec un sein à l'air, ça passe mal. ah oui? Oh Donc, non! c'est fou, c'est fou, c'est Mais fou, mais c'est bon, fou voilà, quand même, parce qu'en c'est comme soi, ça. c'est quand même beau. C'est une femme qui C'est super accouche. beau, moi, C'est je vois très pas le problème. joli. Bien Ah sûr. oui, c'est ça. Mais Rien- bon, donc voilà, donc ça c'est un peu l'histoire derrière. Donc Ouais. soyez pas étonnés s'il y a une autre couverture, vous avez la version censurée et non censurée. Bon, d'accord. Voilà, je l'ai mis sur Pas de Amazon précision. simplement parce qu'il y a certaines personnes qui préfèrent acheter sur une grosse plateforme. Mais publier un livre, c'est une entreprise belge qui fabrique ses propres bouquins, Hmm. qui fait tout ça super bien. Elle est basée à la Louvière, Ouais, c'est local, tout ce que vous voulez. Donc top. voilà. Euh, Très bien.
Génial, mais merci, merci encore pour cet inspirant partage, Martin. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions, mais j'en avais encore d'autres, mais bon, il a fallu se limiter aussi. Et merci surtout aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés. Alors n'hésitez pas à commenter, partager. Si vous avez des questions, je suis convaincue que Martin sera ravi de les lire et d'y répondre, et moi-même. Donc n'hésitez pas à nous partager vraiment vos avis, vos ressentis. On sera pleinement présent pour vous répondre. Merci et puis je vous dis à bientôt. Bonne journée. Au revoir Martin. Merci Evelyne, au revoir.